4 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale organise une table ronde avec diplomates et experts pour analyser l'évolution du conflit, ainsi que ses conséquences stratégiques et les perspectives pour l'Europe. Pour suivre les débats et comprendre les enjeux internationaux discutés à l'Assemblée nationale, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne Hémicycle. Notre ordre du jour appelle ce matin la tenue d'une table ronde consacrée à la guerre en Ukraine, 4 ans après son déclenchement par le président russe Vladimir Poutine le 24 février 2022. Alors que le conflit vient tout juste d'entrer dans sa 5e année, nous espérons tous, à l'unisson de nos amis ukrainiens, qu'une paix juste, une paix durable pour l'Ukraine puisse intervenir dans les semaines qui viennent. J'ajoute que le conflit avait déjà démarré en 2014 avec l'annexion de la Crimée et d'une partie du Donbass. Avant de brièvement brosser le contexte et les attendus de nos échanges, je tiens à souhaiter la bienvenue aux intervenants qui ont bien voulu nous faire bénéficier de leur expertise et de leur éclairage. Aussi, messieurs, permettez-moi de vous présenter. D'abord, monsieur Alexander Prokoudine. Vous êtes le chef de l'administration civile militaire de l'oblast de Kherson. Vous vous trouvez en Ukraine, auprès de vos compatriotes, et vous avez bien voulu accepter de nous livrer votre témoignage de responsable en première ligne par visioconférence. Nous vous remercions de votre présence et évidemment nous sommes impatients d'entendre vos commentaires sur la situation actuelle au plus près des réalités du terrain. Et votre intervention sera extrêmement précieuse pour nous, en tant que députés de la Commission des Affaires étrangères, pour nous faire une idée la plus précise possible de la situation. Monsieur Benjamin Reurig, quant à vous, vous êtes directeur adjoint de l'Europe continentale au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ancien ministre conseiller à l'ambassade de France en Ukraine de 2022 à 2024, et vous avez donc vécu à Kiev aux premières heures du conflit et vous suivez de très près aujourd'hui les développements qui entourent ce conflit et cette affaire. Enfin, monsieur David Cadier, quant à vous, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur sur la sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et enseignant au Collège de l'Europe et à Sciences Po. Vous avez occupé des postes de chercheur invité et d'enseignant dans divers établissements étrangers, à Boston, Prague, Washington, Varsovie et Helsinki. Vos travaux portent plus particulièrement sur l'analyse de la politique étrangère, l'Europe centrale et orientale, les politiques de l'Union européenne et de ses États membres à l'égard de la Russie et du voisinage oriental. Votre regard sur les plans opérationnels et géopolitiques sera, à n'en pas douter, extrêmement instructif. Je vais vous laisser la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes chacun, et ensuite nous aurons des échanges plus interactifs par le jeu des questions-réponses. Mais si vous le permettez, je souhaiterais en quelques mots poser les termes de notre discussion. 4 ans après le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle du 24 février 2022, le conflit en Ukraine continue de marquer profondément l'Europe et le monde. Ce rendez-vous prend tout son sens dans un contexte où la ligne de front demeure active, où les avancées militaires et les conséquences humanitaires continuent d'être dramatiques et où les efforts diplomatiques pour mettre fin à cette guerre connaissent des évolutions, mais n'ont pas encore abouti à une solution durable. Au plan militaire, la situation sur le terrain reste extrêmement dynamique et caractérisée par une guerre d'attrition. Les forces russes ont réalisé en 2025 leur progression territoriale la plus importante depuis la première année du conflit, occupant près de 20% du territoire ukrainien, malgré la résistance acharnée, la résistance héroïque des forces ukrainiennes. Toutefois, ces gains russes ont été réalisés à un rythme très lent, au prix de nombreuses pertes. On parle de 30 000 tués pour le seul mois de décembre, selon le chef du M16 britannique. Et dernièrement, les troupes ukrainiennes ont repris du terrain à la faveur de l'interruption de l'accès des forces russes à Starlink et au réseau WhatsApp et Telegram, et ils ont repris 200 km².
très récemment. Les combats sont intenses, sont technologiquement évolutifs, avec un recours accru aux drones et aux frappes de longue portée, ce qui a des conséquences humaines et matérielles terribles. Selon une récente étude du Center for Strategic and International Studies, le total combiné des victimes militaires, blessées, tuées et disparues confondues sur le front approcherait les 2 millions, ce qui en ferait l'un des conflits les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à cette situation, la dimension diplomatique demeure au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Malgré plusieurs séries de négociations et des rencontres de haut niveau, dont celle tenue dernièrement à Abu Dhabi et Genève, les discussions n'ont pas encore abouti à un accord global. L'un des points centraux de ces pourparlers est la question territoriale, notamment autour de la région de Donetsk, un enjeu complexe et difficile à résoudre selon les propres termes du président Zelensky. Et les négociations portent aussi sur le rôle des garanties de sécurité qui pourraient être offertes à l'Ukraine dans un cadre post-conflit. Et vous savez à quel point notre pays, mais aussi l'Ukraine, sont extrêmement attentifs à ces conditions de sécurité, pour que le règlement de ce conflit n'entraîne pas un autre conflit dans les années futures. Et c'est la position de notre pays, c'est aussi la position de l'Europe, de l'Union européenne. Au niveau géopolitique plus large, la guerre en Ukraine a déjà redessiné le paysage de la sécurité européenne et mondiale. L'Union européenne s'est engagée à soutenir l'effort de guerre ukrainien tout en cherchant à stabiliser l'économie de Kiev à long terme. Des mécanismes de financement extrêmement importants et innovants à hauteur de 90 milliards d'euros sont mis en place pour répondre aux besoins massifs de reconstruction et de défense, illustrant combien les conséquences de ce conflit dépassent désormais le strict cadre militaire pour toucher à la cohésion politique et économique des partenaires occidentaux. Au-delà des seules considérations régionales, le conflit a ravivé des débats fondamentaux sur la sécurité collective, sur la souveraineté des États, sur la rivalité entre grandes puissances, ainsi que sur la capacité des organisations internationales à prévenir et à résoudre des guerres prolongées. Il est clair que le droit international, et c'est une litote, a été mis à mal depuis ces dernières années, et le règlement pacifique des conflits. L'imbrication des dimensions stratégiques, économiques et humanitaires rend d'autant plus nécessaire une réflexion globale, et c'est pour cela que nous avons un grand intérêt à vous entendre dans quelques instants. Je vous laisse sans plus attendre la parole avant que les membres de la commission vous interrogent, et c'est d'abord Monsieur Oleksandr Prokoudine qui va intervenir, et je le remercie encore à nouveau de sa présence parmi nous. Vous avez la parole, cher monsieur. Chers partenaires, pendant 4 ans, l'Ukraine a été confrontée à une agression à grande échelle, 4 années d'attaques, de pertes, de résistance. Pour la région de Kherson, le bombardement russe fait désormais partie de la vie quotidienne. La situation dans la région est extrêmement difficile. Nous vivons sous les bombardements et les attaques de drones constants. C'est une réalité constante. La Russie a 700 000 obus ont été tirés sur la région. 18 enfants sont récemment morts. 685 personnes ont été blessées, dont 207 enfants. Depuis août 2024, les attaques de drones ont augmenté. Aujourd'hui, nous en avons 2500 chaque semaine. Résultat de ces attaques, 41 000 infrastructures civiles ont été détruites et 30 000 résidences privées. Lorsqu'on traverse Kherson aujourd'hui, l'échelle
de cette attaque est très prégnante. Chaque immeuble a des murs, des vitres endommagées. Aujourd'hui, Kherson vit en grande partie dans des infrastructures souterraines. Des attaques de drones, des bombardements sont entendus chaque 2 minutes. Et avant cette invasion massive, il y avait près de 300 000 résidents à Kherson. Aujourd'hui, il n'y en a que 60 000. Le danger principal, c'est ce qu'on appelle le safari des drones. C'est un terme employé par les militaires russes pour décrire ce qu'ils infligent à nos citoyens. En 2025, 97 000 attaques aux drones ont été lancées par la Russie depuis la rive droite. Toutes les pertes civiles ont été causées par les Russes. En 2025, plus de 130 personnes ont été tuées par des attaques de drones et 1195 personnes, dont 17 enfants, ont été blessées. Et chacun de ces chiffres représente une vie humaine. Une personne a été tuée au sein de sa résidence par une attaque au drone. Un enfant de 6 ans a été tué avec son père dans sa voiture. Larissa Meronia, à 84 ans, a été tuée également dans ce type de contexte. Voilà les personnes contre qui lutte l'armée russe. Ce sont des civils, des enfants, des personnes âgées. L'opérateur de drone voit de ses propres yeux qui il cible et qui il tue. La Russie essaye aussi de couper nos liens avec d'autres villes en attaquant les infrastructures routières, en bloquant l'aide humanitaire, l'aide médicale. Dans ces conditions, notre priorité, c'est de mettre fin aux attaques de drones. Dans la région de Kherson, nous avons créé un système de défense électronique unique et nous avons mis des filets anti-drones. Nous avons plus de 1000 écoles, abris et hôpitaux souterrains. La vie est souterraine désormais. Ces mesures nous permettent de sauver des vies, mais nous avons besoin d'un soutien international accru. Kherson continue d'être soumis à des attaques russes constantes. Les frappes sur les civils constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il faut que l'on puisse enquêter dessus et poursuivre les auteurs à l'échelle internationale. Et je vous demande à toutes et tous de continuer à soutenir l'Ukraine. Il faut tenir la Russie comme responsable pour ces crimes. L'Ukraine a besoin de votre aide, de soutien technique, de technologies anti-drones, de sanctions fortes contre la machine de guerre russe. En retour, nous proposons ce que nous avons gagné. Toute notre expérience au cours de ces années de guerre. Cela a été douloureux mais important. Aucune autre région a été confrontée à l'époque moderne à ce type de terreur. Nous avons créé un programme, donc cette administration civile militaire dans des conditions de guerre moderne, sur la base d'une réelle expérience. Et nous avons des connaissances sur comment arrêter les drones, protéger nos systèmes énergétiques, apporter un soutien médical, des écoles, le déminage et ainsi de suite. Nous savons maintenant prendre des décisions en temps de crise. Nous avons déjà mis en place un programme avec nos partenaires européens et qui, je crois, fait apparaître le vrai coût humain de l'agression russe. La communauté internationale peut nous aider à protéger les civils et amener à ce que la Russie réponde de ses crimes. Nous vous remercions de votre solidarité. Gloire à l'Ukraine. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Prokudine, de votre intervention. Je crois savoir que vous devez nous quitter ou est-ce que vous pouvez rester encore un peu avec nous pour les questions? Quelles sont vos contraintes?
Oui, demandez-lui. Donc voilà, oui, en fait, par rapport à ce qui était envisagé, c'est qu'il devait ensuite rester pour répondre à nos questions, mais il a fait savoir à M. Saunier qu'il était obligé, ce qu'on peut comprendre, compte tenu de ses fonctions, de nous quitter après son intervention. Donc je vais maintenant passer la parole à M. Rurig, n'est-ce pas? Et nous vous écoutons, cher monsieur. Monsieur le vice-président de la Commission des Affaires étrangères, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de me donner la parole à l'occasion de cette table ronde. Vous l'avez dit en introduction, j'ai servi 2 années en Ukraine, entre 2022 et 2024. J'ai vécu aux côtés des Ukrainiens 2 ans d'une guerre qui est entrée hier, le 24 février, dans sa 5e année. J'y suis retourné il y a 3 semaines, alors que le thermomètre tutoyait les moins 20 degrés et qu'une énième salve de frappe russe visait les infrastructures énergétiques. J'ai d'ailleurs une pensée pour notre ambassadeur et toute son équipe à Kiev qui, depuis des mois, sont réveillés par les alertes aériennes en pleine nuit et enchaînent les nuits dans les abris. Croyez-moi, c'est une chose de le vivre à l'occasion d'une visite, c'en est une autre d'habiter une ville frappée sans relâche depuis 4 ans. Alors, d'ailleurs, le gouverneur de Kherson a eu cette belle formule là, que je me permets de reprendre. Life is underground and undernet. Sous terre pour continuer à vivre normalement, pour que les enfants en particulier puissent aller à l'école. Sous les filets pour continuer à vivre tout simplement à cause de la menace constante des drones. Le gouverneur de Kherson a rappelé les épreuves des habitants dans l'oblast dont il a la responsabilité. En octobre 2022, je me souviens, j'étais moi-même parmi les rares chancelleries occidentales à voir de mes propres yeux l'état de la ville après la libération de la partie nord par les Ukrainiens, et c'était un paysage de dévastation. Donc on s'habitue certes à tout, y compris à la routine des bombardements, mais nous ne devons jamais sous-estimer ce qu'endurent les Ukrainiens. Le président de la République l'a rappelé hier, lors de la réunion de la coalition des volontaires, nous sommes à un moment charnière du conflit, et c'est bien notre sécurité, celle des Européens, qui est en jeu. Après plus de 4 ans de guerre, où en sommes-nous? L'Ukraine tient bon. Non seulement elle tient, mais elle inflige des pertes importantes et sans précédent à la Russie. Et contrairement au discours fallacieux de la Russie, qui, rappelons-le, prétendait au début de la guerre prendre Kiev en 3 jours, les forces armées ukrainiennes ne sont pas sur le point de s'effondrer sur le front. Au cours des 1000 derniers jours de la guerre, la Russie a conquis moins de 1% du territoire ukrainien à un coût humain insensé. Vous avez mentionné, monsieur le vice-président, les gains russes en 2025. Il y a eu une légère progression, mais effectivement à un coût humain absolument insensé. Et en 2026, depuis le début de l'année 2026, les armées ukrainiennes ont récemment repris la presque totalité du territoire conquis par les forces armées russes en 2026. Donc depuis, et vous l'avez rappelé, le coût humain de cette guerre est absolument exorbitant pour la Russie. On estime que la guerre d'agression lancée par Moscou fait plus de 1000 morts par jour côté russe. Alors, face à cet échec militaire constaté dès 2022, le Kremlin tente de faire craquer l'arrière et frappe méthodiquement les infrastructures civiles. Ça a commencé, je m'en souviens très bien, en octobre 2022. Et en ce moment, Moscou profite des températures très basses en Ukraine pour provoquer une crise humanitaire par des frappes incessantes sur les infrastructures énergétiques. La situation est très difficile, il faut bien le reconnaître, mais les Ukrainiens de l'arrière, comme ceux du front, tiennent. Et rappelons un instant d'où nous sommes partis. En 2022, l'Ukraine recevait des gilets pare-balles parmi les envois des Occidentaux. 4 ans plus tard, l'Ukraine produit des dizaines de milliers de drones chaque mois et a développé ses propres missiles à longue portée. Je renvoie à cette belle phrase adressée aux Russes par les Ukrainiens, rappelée hier par le président Zelensky. « Tu crois que je me suis mise à genoux? Non, je faisais seulement mes lacets. » Les Ukrainiens et les Ukrainiennes font preuve d'une résilience et d'une détermination qui nous obligent. Quelques mots à présent sur notre action. Tout récemment, une réponse à l'urgence. Face à la situation sur le plan énergétique, la France, notamment dans le cadre de notre présidence du groupe G7+ Énergie, a décidé de livrer à l'Ukraine 150 générateurs dans les dernières semaines. Le ministre Forissier était d'ailleurs présent au moment de la remise des premiers générateurs donnés au maire de Kiev, Vitaly Klitschko.
S'agissant des risques pour notre sécurité, nous avons pris nos responsabilités. Depuis le début de la guerre d'agression russe, l'Union européenne et ses États membres ont fourni 193 milliards d'euros en soutien à l'Ukraine. C'est nous qui soutenons aujourd'hui l'Ukraine. Et nous la soutenons sur tous les fronts. Militaires, des livraisons continues d'armes, du partage de renseignements, de la formation, y compris par le biais de la mission européenne et UMAM, qui a formé plus de 80 000 soldats ukrainiens. Au niveau du financement, la décision historique prise lors du Conseil européen en décembre dernier d'accorder un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine montre que nous sommes capables de faire bouger les lignes dans une Union européenne que certains voudraient représenter comme impuissante. L'année 2025 est aussi l'année qui a vu la naissance et l'essor de la coalition des volontaires qui compte maintenant 35 États. La coalition s'est réunie hier en format hybride au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Nous sommes parvenus à des résultats concrets en s'appuyant sur ceux de la réunion précédente qui s'était tenue en présentiel à Paris le 6 janvier à l'initiative du président de la République. Ce travail permettra que la paix, une fois conclue, puisse être garantie. C'est le fruit de plus d'1 an de travail dont la France est à l'origine. La déclaration de Paris, publiée le 6 janvier, expose le modèle, les grandes lignes que nous avons développées en étroite collaboration avec les États-Unis. C'est un cessez-le-feu robuste, accompagné d'un mécanisme de vérification et d'attribution. C'est un déploiement massif, un soutien massif aux forces armées ukrainiennes, le déploiement d'une force multinationale de réassurance pour l'Ukraine, des engagements pour soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle attaque armée par la Russie afin de rétablir la paix, et un engagement à approfondir la coopération à long terme en matière de défense avec l'Ukraine. Les négociations à présent. Pour négocier, il faut une volonté de compromis. L'Ukraine est prête à la paix et le président Zelensky a été très clair et constant à ce sujet depuis maintenant plus d'1 an. Côté russe, force est de constater qu'il n'y a aucune disposition au moindre compromis. Le président Poutine n'a pas fait le deuil de ses ambitions maximalistes malgré l'échec de son armée. Alors plusieurs rounds de négociations, vous l'avez rappelé, ont eu lieu à Abu Dhabi puis à Genève. La Russie continue d'insister sur la prétendue formule d'Anchorage comme préalable à toute négociation qui verrait la reconnaissance de jure, au moins par les États-Unis, de la Crimée et des 2 oblasts du Donbass au sein de la Fédération de Russie et la reconnaissance de facto des oblasts de Kherson et Zaporijjia. La Russie exige également que l'Ukraine retire ses forces de territoire souverain dans le Donbass comme préalable à toute négociation, y compris sur un cessez-le-feu. Donc ce que la Russie n'arrive pas à obtenir militairement, elle souhaite l'obtenir sur tapis vert par la diplomatie. Mais nous ne devons pas être dupes. Il ne s'agit que d'une manœuvre dilatoire de Moscou pour refuser la négociation. Les objectifs de la Russie demeurent maximalistes. Elle est persuadée qu'elle peut encore les atteindre par la force des armes. Il nous revient donc de changer le calcul de la Russie en accroissant la pression sur son économie. Mais malgré sa propagande triomphaliste, le pouvoir russe fait face à des difficultés croissantes. Après 2 années d'une croissance portée par ce qu'on pourrait appeler un keynésianisme militaire, l'économie russe a nettement ralenti en 2025 avec une croissance de 0,6%. Elle devrait être de 0,8% en 2026. Les sanctions occidentales, notamment celles adoptées à l'Union européenne, mordent l'économie russe. Elles produisent des effets majeurs et diminuent les marges de manœuvre de la Russie pour financer son effort de guerre. Les recettes fiscales, par exemple, de l'État russe, issues des hydrocarbures, ont chuté de près d'1 quart en 2025, notamment grâce aux sanctions occidentales. Nous continuons de travailler à l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions ambitieux qui vise à accentuer la pression sur la Russie et le financement de son effort de guerre. Actuellement, il reste encore du travail, mais les négociations se poursuivent et aboutiront, j'en suis sûr, à une issue satisfaisante. Ce paquet visera à renforcer l'architecture des sanctions existantes dans une logique de pression accrue sur la Russie et d'entraînement de nos partenaires. La réduction des revenus pétroliers russes, l'affaiblissement de son secteur bancaire et financier et la lutte contre le contournement des sanctions constituent des axes prioritaires de notre action. Notre détermination s'est également matérialisée avec l'arraisonnement de plusieurs navires de la flotte fantôme russe qui cherchaient à contourner les sanctions. Ce fut le cas le 22 janvier en Méditerranée, lorsque la Marine nationale, en coopération avec nos partenaires, a arraisonné le pétrolier Grinch, en provenance de Mourmansk, qui était ciblé par des sanctions internationales pour son appartenance à la flotte fantôme. Peut-être laissez-moi terminer avant de conclure sur une note un peu plus corporatiste, pour vous dire que le ministère des Affaires étrangères a su aussi mettre les moyens pour renforcer notre ambassade à Kiev,
Alors ça n'a évidemment pas été simple dans le contexte que nous connaissons. Mais le ministre le rappelle à chaque fois, si nous voulons peser, nous avons besoin de diplomates sur le terrain pour analyser la situation. Nous avons besoin de moyens d'intervention pour assumer le rôle qui est le nôtre parmi nos partenaires. Je peux mesurer à Kiev combien la France était attendue et je peux ici vous assurer que les moyens accordés au ministère des Affaires étrangères, au ministère régalien, sont employés utilement au service de notre intérêt national et des Français. Alors pour conclure, la responsabilité de cette guerre, comme celle d'y mettre fin, incombe à l'agresseur. Le chemin vers la paix est connu. Accroître la pression sur Moscou et en faire davantage pour aider l'Ukraine, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons à faire. Nous ne laisserons pas la fatigue ni l'intimidation dicter nos principes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rurig, pour votre éclairage extrêmement utile et précieux. Et je vais maintenant passer la parole à Monsieur David Cadier. Merci, Monsieur. Très honoré de m'exprimer devant vous ce matin et je me réjouis de la perspective de l'échange qui va suivre. Tel que cela a été évoqué, mon propos se basera sur mes recherches sur les politiques européennes et transatlantiques à l'égard de la Russie, de l'Ukraine et du conflit en cours, sur la base notamment de séjours de recherche prolongés dans les pays d'Europe centrale et en Amérique du Nord, où j'ai participé à des discussions sur les conflits en Ukraine depuis 2014, car vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, cela a commencé il y a plus de 14 ans maintenant. Le 24 février 2022, mésestimant tout à la fois la résistance ukrainienne, le soutien occidental et la puissance militaire russe, Vladimir Poutine lançait ses chars à l'assaut de Kiev et faisait ainsi basculer l'Europe dans une nouvelle ère géopolitique. Le retour de la guerre interétatique sur le continent, l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne sous le souffle de cette déflagration, la propension à la prise de risque et à la violence coercitive du Kremlin que révélait cette invasion à grande échelle, ou encore la nécessité d'éviter une défaite de l'Ukraine pour que cet usage désinhibé de la force ne soit pas récompensé, constituent autant de défis stratégiques majeurs pour les Européens. Seulement, à ces défis est venue s'ajouter une incertitude stratégique fondamentale. À cette menace existentielle s'est ajoutée une question qui ne l'est pas moins, suscitée par l'inflexion intervenue dans la politique étrangère américaine sous la seconde administration Trump, qui s'est précisément manifestée avant tout sur le dossier ukrainien. Les négociations en cours sur la résolution du conflit russo-ukrainien incarnent les enjeux et les dilemmes auxquels sont confrontés l'Europe. Voici des discussions dont les Européens sont exclus pour le moment, alors que les modalités de résolution de ce conflit sont de nature à façonner l'ordre régional de sécurité pour les années, voire les décennies à venir, un petit peu comme la résolution de la guerre de Corée continue à structurer la géopolitique de la péninsule des décennies plus tard. 4 ans après le début de cette invasion à grande échelle, une analyse rétrospective aurait pu également se concentrer sur la résilience de la société civile ukrainienne, mais on en a entendu un petit peu des éléments, sur l'évolution de l'outil militaire russe ou sur les leçons dans la conduite de la guerre moderne, mais tel qu'il m'a été invité, je vais concentrer mon propos sur le réveil géopolitique de l'Europe, sur le changement de pied des États-Unis et sur les conséquences du second pour le premier. D'une certaine façon, la géopolitique a longtemps constitué un accident ou un vœu pieux pour l'Union européenne, dans le sens où ces politiques étaient conçues, présentées et mises en œuvre à l'égard de l'Ukraine et du voisinage oriental, essentiellement selon un logiciel d'accompagnement aux réformes et de promotion des normes de la gouvernance démocratique et des règles d'économie de marché. À tel point qu'en 2014, pour avoir avancé ces politiques en faisant abstraction des rapports de force et des lignes de tension dans la région, elle avait été taxée de somnambulisme, voire de myopie géopolitique. D'une certaine façon, tout a changé depuis 2022. L'Europe a franchi le Rubicon, elle se pense, s'affirme et se démarque comme un acteur à part entière dans la compétition de puissance territorialisée, qui est la définition même de la géopolitique. Que l'on en juge, elle a offert une perspective d'adhésion à un pays en guerre après lui avoir longtemps refusé. Elle finance des livraisons d'armes et entraîne des soldats, ça a été mentionné, en soutien de ce même pays. Le fonds européen, la facilité européenne pour la paix, initialement conçue pour financer des équipements non létaux dans des conflits civils, a été utilisé pour financer des armes pour l'Ukraine.
à travers le programme de réarmement de l'Europe, des considérations de mobilité militaire sont intégrées dans les dépenses européennes. C'est-à-dire que via les fonds structurels, l'Union européenne a toujours financé des ponts et des routes, mais dorénavant, elle prend en considération la nécessité de faire passer des chars d'un pays européen à l'autre via ces routes et via ces ponts. On pourrait continuer les exemples. Plutôt que la métaphore d'un réveil, je utiliserai néanmoins la métaphore d'une mue géopolitique, dans le sens où parmi certains États membres et au sein des institutions européennes, cette volonté d'une politique plus assertive à l'égard de la Russie était déjà présente. Et d'ailleurs, des changements sont également visibles au sein des politiques étrangères européennes nationales. La Finlande a rejoint l'OTAN, alors qu'encore en janvier 2022, seuls 30% de sa population y était favorable. La Suède a livré pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale des armes dans un conflit en cours. Le Danemark a levé son option, son exclusion de la politique européenne de défense. La France est devenue un des pays le plus en pointe dans le soutien de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, alors qu'au début, elle s'y opposait. L'Allemagne a sacrifié des vaches sacrées, celles de l'endettement ou de l'investissement dans sa puissance militaire. On pourrait continuer les exemples. Mais dans ce contexte de réveil géopolitique, il y a évidemment une incertitude fondamentale qui non seulement rend nécessaire ce changement, cette évolution géopolitique de l'Europe, mais la complique également. Je parle du changement de pied de Washington sur le dossier ukrainien et j'aimerais vous proposer quelques clés de lecture pour essayer d'en saisir la nature, la portée et les ressorts. Pour le caractériser, on peut commencer par contraster l'approche de l'administration Trump avec celle de l'équipe précédente. L'administration Biden avait formulé 3 objectifs: soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, préserver l'unité et la cohésion transatlantique et éviter un conflit militaire direct entre l'OTAN et la Russie. A contrario, les 3 objectifs qui semblent guider l'administration Trump sont les suivants: obtenir un deal sur l'Ukraine, quel qu'il soit, désengager autant que possible les États-Unis de ce conflit, ou à tout le moins transférer le coût du soutien à l'Ukraine aux Européens, et enfin normaliser les relations avec la Russie. Une des questions est notamment de savoir si ce 3e objectif de normalisation est une fin en soi ou un moyen d'atteindre les 2 précédents. Les avancées, somme toute limitées dans le rétablissement des relations diplomatiques américano-russes, ou encore le peu de cas que Washington a fait des positions et des intérêts de Moscou sur d'autres dossiers internationaux tels que le Venezuela, l'Iran, le Groenland ou même l'Arménie, va plutôt dans le sens de la première interprétation et invite à relativiser le narratif d'un renversement d'alliance, c'est-à-dire d'un remplacement de l'alliance atlantique par une alliance américano-russe. Plutôt, Washington a cherché à se poser en médiateur, mais on pourra en discuter via un processus diplomatique bancal à plusieurs égards. Si les objectifs généraux peuvent être identifiés et mis en œuvre par l'administration de Trump, elle n'est pas néanmoins cohérente en tout point, puisque différentes factions autour du président cherchent à influencer sa politique sur ce dossier. On pourrait identifier à cet égard le camp de la retenue représenté par le vice-président qui pousse à une solution négociée, à un compromis territorial et à la réduction de l'aide américaine à l'Ukraine. Le camp dit de la projection de puissance plus en ligne avec les objectifs européens représentés notamment par le secrétaire d'État qui considère qu'empêcher une victoire de la Russie est la seule façon de dissuader une nouvelle agression et de maintenir la cohésion transatlantique. Et enfin, un 3e groupe dit de la priorité, principalement représenté au sein du Pentagone, qui considère que les États-Unis se doivent de concentrer leurs ressources et leur attention stratégique sur la rivalité avec la Chine. Et de fait, saisir les ressorts de la politique de l'administration Trump à l'égard de l'Ukraine implique de prendre en compte la personnalité, la vision du président américain, mais on ne saurait pour autant l'y réduire dans le sens où elle est également révélatrice de tendances de fond dans l'évolution de la politique étrangère américaine. D'un côté, cette politique sur l'Ukraine est clairement mise au service de la stratégie du président américain en politique intérieure, qui consiste à créer et cultiver un lien direct et sans intermédiaire avec sa base, et à mobiliser cette dernière en dénonçant des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et il en résulte de fait à la fois une personnalisation
et une politisation de la politique étrangère américaine à l'égard de l'Ukraine, dans le sens où cette dernière est à la fois exposée aux priorités, aux humeurs et aux biais cognitifs du président, et mis au service de la continuation de la politique intérieure par d'autres moyens. Et en témoignent les références récurrentes à l'administration précédente. D'un autre côté, néanmoins, l'approche du conflit, comme je disais, révèle une vision du conflit, une interprétation de ses causes profondes au sein de la communauté stratégique américaine qui diffère de celle de l'Europe. D'une certaine façon, beaucoup à Washington voient dans le conflit russo-ukrainien un conflit qui s'apparente dans ses racines à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire d'une escalade après des récriminations et perceptions et des insécurités de sécurité mutuelle, alors qu'en Europe, le modèle est plutôt celui de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'une puissance agressive, qui ne s'arrêtera que lorsque, en fait, un mur de puissance l'empêchera. L'autre différence, je pense, entre les États-Unis et l'Europe, c'est l'évaluation du risque que la Russie fait peser à moyen terme pour l'OTAN. Dans la dernière stratégie de défense des États-Unis, la Russie est présentée comme une menace gérable pour l'Europe. Et enfin, il faut remettre également en perspective la politique, à mon avis, américaine à l'égard de la Russie et l'Ukraine dans un objectif plus large de désengagement de la sécurité européenne, sachant qu'un conflit avec la Russie, par définition, augmente les demandes de sécurité des Européens et donc la nécessité de maintenir cette présence. Sans s'apparenter donc à un renversement d'alliance, et bien que de nouveaux revirements ne soient pas à exclure, l'évolution de la politique américaine à l'égard de l'Ukraine n'emporte pas moins à conséquence pour l'Europe. Et on peut relever 3 implications en particulier d'ordre psychologique, stratégique et diplomatique. Tout d'abord, cette inflexion représente une dissonance cognitive profonde et paralysante pour plusieurs États européens, notamment d'Europe centrale. Ces derniers ont dans une large mesure construit leur imaginaire géopolitique et leur identité de politique étrangère autour d'une opposition entre les États-Unis et la Russie. Forger un partenariat avec les premiers était non seulement une façon de se prévaloir contre la menace que pouvait représenter la seconde, mais également de prendre une revanche sur la guerre froide et leur passé d'Occident kidnappé. À cet égard, le rapprochement américano-russe suscite des tiraillements. On voit par exemple comment la question du rapport à Washington divise aujourd'hui les 2 principaux partis en Pologne qui dirigent respectivement le gouvernement et la présidence, alors que cette question était éminemment consensuelle jusque-là. Sur ce sujet comme sur d'autres, d'une certaine façon, la présidence Trump s'apparente à un bug dans le logiciel atlantiste qui constitue la matrice de politique étrangère de nombreux États européens. Et dans ce contexte, dans un contexte où les pays européens sont en fait en désaccord dans leur évaluation de la nature, de la portée et des implications du changement de pied américain sur l'Ukraine, il est difficile de formuler une stratégie de long terme à l'égard de la Russie, alors que c'est précisément ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui. Ensuite, deuxième implication plus stratégique, le changement de pied de Washington vient compliquer ce qui sera la tâche principale des politiques de défense nationale et collective pour les années à venir, à savoir dissuader la Russie. Ajouté aux déclarations du président américain sur l'OTAN, il contribue, ce changement de pied, en effet, à semer le doute sur la solidité de l'engagement et du soutien américain en cas d'attaque russe contre un pays de l'Alliance. Et cela crée une situation dangereuse dans le sens où la puissance militaire américaine est la principale force dissuasive de l'Alliance Atlantique et que la guerre arrive lorsque rien ne l'empêche, mais également dans le sens où la Russie pourrait tenter une attaque contre des forces européennes en espérant que les États-Unis ne réagiront pas et en amenant par ce fait un affaiblissement profond de l'OTAN, ce qui est l'objectif de la Russie depuis plusieurs décennies. Enfin, le changement de pied de Washington implique l'Europe dans la mesure où il s'est traduit depuis plus d'1 an en initiative diplomatique où les Européens, tels qu'évoqués, ne sont pas directement partie prenante, même s'ils se coordonnent de façon très étroite à la fois avec les Ukrainiens et avec les Américains. Et outre le risque de voir, d'une certaine façon, l'administration américaine vendre à l'encan des leviers européens ou négocier bilatéralement avec la Russie des éléments de l'architecture de sécurité européenne, l'Europe est confrontée au risque que pourrait représenter pour sa sécurité un mauvais accord. Et on peut penser à 2 types de mauvais accords, soit un accord qui aboutirait à la neutralisation de l'Ukraine, alors qu'elle est de plus en plus regardée comme la première ligne de défense de l'Europe, ou un accord qui ne tient pas.
parce qu'il a été mal préparé, mal négocié, ou parce qu'une des deux parties considère que ses intérêts sont mieux servis par une reprise des hostilités que par le respect de l'accord en question. Nous pourrons revenir dans la discussion en détail sur les modalités, les perspectives de ces négociations, mais comme point de conclusion, Monsieur le Vice-président, j'aimerais simplement souligner que si l'Europe est devenue géopolitique, il lui faut d'une certaine façon maintenant devenir stratégique, dans le sens non pas simplement d'un investissement dans ses capacités militaire, mais également dans le sens premier de la stratégie, c'est-à-dire en définissant des objectifs clairs, réalistes et de long terme en Ukraine et vis-à-vis de la Russie, et en choisissant les moyens correspondants, en les mettant en œuvre pour affecter la situation sur le terrain et infléchir le comportement de la Russie. Ces objectifs devront être définis et ces moyens mis en œuvre dans la mesure du possible de façon autonome, même s'ils seront coordonnés avec les États-Unis, là où les objectifs et les intérêts convergent. La dissuasion de la Russie nécessitera une plus grande acceptation du risque par les Européens, puisque parfois éviter le risque n'est pas la meilleure façon de le réduire. Et enfin, il sera nécessaire pour les Européens de chercher à rentrer dans le jeu diplomatique sur l'Ukraine et dans soit ce processus de négociation, soit un prochain processus de négociation. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Cadier, de votre éclairage. Et nous allons maintenant passer aux questions des orateurs de groupe, puis à la réponse des intervenants. Je rappelle la règle qui est la nôtre, c'est que les interventions des orateurs de groupe doivent se contenir dans les 2 minutes et demie, et si possible, la même chose pour les intervenants qui répondent de telle manière qu'il puisse y avoir une fluidité des questions et des réponses. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole pour le groupe socialiste et apparenté à notre collègue Alain David. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, chers collègues, merci de vos éclairages édifiants qui alimentent évidemment la réflexion de notre commission. Cela a été dit, nous sommes entrés dans la 5e année de cette guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Si on remonte à la décision du président Poutine d'envahir la Crimée le 21 février 2014, l'Ukraine est même entrée dans sa 13e année de résistance. Aussi, je veux commencer par réitérer le soutien du groupe socialiste à l'héroïsme des Ukrainiens, comme en témoigne la présence cette semaine d'une délégation conduite par Olivier Faure, qui était notamment hier à Boutcha, ville martyre. Il a hélas constaté les destructions, les crimes contre les civils, les déportations d'enfants, les frappes contre les infrastructures énergétiques en plein hiver et les violations incessantes du droit international. Au terme de ces 4 années de lutte, de deuil, de souffrance, il semble que le peuple ukrainien tienne encore bon et ne demande qu'une chose, le respect de son intégrité territoriale, de son indépendance, de sa population et de ses choix politiques. Pour les accompagner, les alliés occidentaux ont débloqué près de 400 milliards d'aides financières, militaires et humanitaires depuis 2022, selon le Kiel Institute. Hélas, la dernière fraction de l'aide européenne de 90 milliards d'euros est honteusement bloquée ces derniers jours par la Hongrie de Viktor Orban et dans une moindre mesure par la Slovaquie de Robert Fico. Mes questions seront doubles. D'abord concernant l'aide spécifique de la France, en dépit d'un volontarisme diplomatique marqué, notamment par l'engagement dans la coalition des volontaires, la France se classe seulement 13e pour l'aide à l'Ukraine si on ramène au PIB. Comment est perçu ce hiatus entre les grandes déclarations et le soutien concret à l'effort de résistance ukrainien? Ensuite, sur le plan militaire, quelle décision militaire pourrait constituer le fameux game changer que n'ont pas été, hélas, la fourniture des équipements précédents, canons César, chars Tigre, etc. Par exemple, serait-il envisageable, selon vous, de mettre en place une protection réelle par les alliés occidentaux, d'au moins la partie occidentale du ciel ukrainien, afin de permettre à la défense aérienne ukrainienne de se déployer sur la ligne de front? Merci. Merci beaucoup, cher Alain. Donc, qui est-ce qui répond? Vous pouvez répondre successivement l'un et l'autre. Donc, je vous passe la parole, Monsieur Curry. Merci, Monsieur le député. J'avais bien
bien perçu le sens de votre question. Peut-être pour le soutien, une réponse, je me permets une réponse de terrain. Moi, je vous l'ai dit, j'ai passé 2 ans en Ukraine et j'ai toujours mesuré de la part des Ukrainiens la chaleur de la relation qui justement se construit autour de l'engagement français répété depuis le début de la guerre au service, en soutien de l'Ukraine. Oui, les Ukrainiens sont extrêmement pragmatiques et d'ailleurs leur ministre, leur ancien ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait même théorisé des changements dans la diplomatie, à savoir on ne fait que ce qui marche, on ne perd pas notre temps. Et croyez-moi, si les Ukrainiens nous reprochaient quelque chose dans notre soutien, ils nous l'auraient fait comprendre de manière extrêmement directe. Ça n'a jamais été le cas, précisément parce que le soutien français est constant. Le soutien français est sans équivoque depuis 2022. Il est dans tous les domaines et il ne faut pas uniquement regarder les classements, il faut aussi regarder la qualité du soutien. Nous, on a donné des armements qui sont combat proven, qui ont fait leur preuve sur le terrain, qui sont extrêmement de grande qualité, que les Ukrainiens, d'ailleurs, dont les Ukrainiens raffolent pour les effets qu'ils produisent sur le terrain. Donc je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de réels reproches de la part des Ukrainiens sur la qualité de notre soutien. Après, sur la question que vous posez sur le game changer, il n'y a pas d'arme magique dans un conflit. Et je pense que c'est une erreur d'imaginer que la livraison de tel type de matériel ou tel autre type de matériel ferait immédiatement la différence sur le terrain. C'est pas comme ça que la dynamique, c'est pas avec une arme qu'on va changer la dynamique d'un conflit, c'est sur d'une guerre, c'est sur un soutien dans la durée, dans tous les domaines, qui ne se dément pas, où justement on va réussir dans une guerre d'attrition qui est celle qui est aujourd'hui celle qui existe entre la Russie et l'Ukraine. C'est sur la durée que se fera la différence. Donc c'est les choix qui est le nôtre, un soutien dans la durée et une pression renforcée sur l'appareil productif russe pour affaiblir leur capacité à soutenir l'effort de guerre et changer les calculs du président russe. Je vous remercie. Vous voulez ajouter un mot, monsieur Galtier? Je vous en prie. Allez-y. Rapidement, merci monsieur le député pour cette question. Peut-être sur votre première question, simplement en complément de ce qui a été dit, pour ajouter une perspective européenne, effectivement, l'aide à l'Ukraine peut prendre différentes dimensions et je pense que le leadership de la France sur la coalition des volontaires est apprécié à Kiev et par les États du front de l'Est, dans le sens où les différents États ont d'une certaine façon, valeur ajoutée à apporter dans la défense et le soutien à l'Ukraine, et l'expertise française, le savoir-faire français en la matière, et la propension, la capacité peut-être à prendre davantage de risques, comme ce que j'ai mentionné, est quelque chose qui est, à mon avis, reconnu à la France. Sur l'élément qui pourrait faire basculer la situation militaire, c'est effectivement une question fondamentale, puisque les négociations avanceront simplement dans ce contexte. D'une certaine façon, il n'y a effectivement, ça l'a été dit, pas d'arme magique, d'autant que dans une guerre d'attrition, dans une bataille en fait de volonté et d'endurance telle que le conflit en fait se démarque en ce moment, une des questions fondamentales est la question plus des ressources humaines, des effectifs. Et pour les Ukrainiens, la question un peu cruciale pour les mois et années à venir, elle sera celle des effectifs, et c'est quelque chose sur lequel, par définition, la France a moins de prise au-delà de l'entraînement.
Et donc, de ce point de vue, c'est une donnée fondamentale. Et quant aux armements en tant que tels, ce qu'on a vu, c'est que justement, face à ces pressions en matière d'effectifs, les Ukrainiens ont innové technologiquement pour contrer ces déficits à travers l'utilisation des drones. Et donc, d'une certaine façon, l'arme qui a fait la différence ces derniers mois, elle n'a pas été livrée aux Ukrainiens, mais développée par eux. Quant à la perspective d'une façon de fermer le ciel dans l'ouest de l'Ukraine, ça implique des décisions, notamment en termes de commandes et de commandement et de contrôle, et de savoir qui prendra la décision d'abattre tel ou tel objet volant russe dans le ciel de l'Ukraine. Merci beaucoup, messieurs. Alors, normalement, c'est la droite républicaine qui devrait intervenir, mais comme j'ai 2 casquettes et que je préside la commission, je trouve plus élégant vis-à-vis de l'ensemble des orateurs du groupe de n'intervenir qu'à la fin, après que les orateurs du groupe se soient exprimés. Je ne disais pas ça forcément pour avoir des compliments, mais j'entends avec bonheur ce que vous me dites, mes chers collègues. Alors, donc je vais passer la parole pour le groupe écologique et social à notre collègue Clémentine Autain. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette table ronde. 5 années de guerre. Les Ukrainiens devaient être balayés par l'armée russe, si on prend en considération l'état d'esprit dans lequel on était au moment de l'agression de Poutine. Et il n'en est rien, malgré le désastre et malgré les souffrances. La durée de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine a dépassé celle qui a opposé l'Union soviétique à l'Allemagne nazie entre 1941 et 1945. Au cours de près de 4 années de guerre contre Kiev, la progression de l'armée russe a été 30 fois plus lente que celle de l'armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui impressionne, c'est l'incroyable résistance ukrainienne. Et je crois qu'après les guerres coloniales du XXe siècle, où ce ne sont pas les forces militaires, les impérialistes qui ont gagné, eh bien la situation ukrainienne nous dit à nouveau combien l'énergie des dominés, l'énergie des agressés est un puissant levier contre les impérialismes. Et ce qui nous saisit et nous révolte, ce sont bien sûr les dizaines et dizaines et dizaines de milliers de personnes, de civils, d'enfants tués. C'est insupportable, intolérable. Ce qui doit nous inquiéter, c'est la démultiplication des agressions de territoires, de peuples, par le jeu du retour des impérialismes, et qui se développe à mesure que le droit international est piétiné, qu'il s'affaisse, qu'il recule, et à mesure que la vague autoritaire et réactionnaire s'affirme à travers le monde. C'est vraiment un enjeu aussi, je pense qu'il faut bien comprendre ce que fait Poutine, qui met à jour cette idée qu'il y aurait un centre et des périphéries, et que ces périphéries doivent être annexées et totalement digérées par le centre. C'est une logique à l'œuvre dans d'autres endroits à travers le monde aujourd'hui, et c'est contre ça que nous devons nous battre. Donc l'aide militaire et humanitaire aux Ukrainiens, elle est importante. Mais l'enjeu, pour moi, majeur, c'est l'enjeu de la diplomatie. Et c'est aussi, en appui de la diplomatie, dans un jeu comment dire, pas de va-et-vient, oui, un peu d'une certaine manière, la mobilisation des sociétés. Parce que la mobilisation des sociétés, elle est très importante dans le rapport de force global et aussi dans nos possibilités diplomatiques. Donc je crois à ces 2 éléments qui sont tout à fait essentiels. Il nous faut une solution qui rende justice aux Ukrainiens qui ont été agressés et qui sécurise tout le monde. C'est ça que nous devons rechercher, c'est ce double objectif. Or, la France, comme l'Union européenne, n'ont pas pour l'instant pris toute leur place pour dessiner cette solution juste. Nous avons laissé Donald Trump prendre la main. Et vous parliez de dispositif bancal de Washington. Je dirais que c'est quand même un doux euphémisme. C'est pas bancal. Les Européens ont été humiliés. Les Ukrainiens, en premier, bien sûr, les Ukrainiens ont été humiliés, mais les Européens aussi ont été humiliés. Mais je ne sais pas comment le dire avec autant de force. On s'est laissé humilier par Donald Trump, qui se pose en gendarme du monde, alors qu'il n'est qu'un vecteur de haine et d'injustice, ce qui est le terreau des guerres, et ne conforte que les intérêts des puissants. C'est ça sa logique. Partout, finalement, il va dans le sens des puissants. Donc, ma question est simple. Elle est simple. En fait, elle est très complexe, mais elle se résume d'un mot. Quel est le plan de paix alternatif des Européens? Quelles sont les propositions de la France pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe?
notamment à l'heure où Trump a mis de fait à terre l'OTAN. Où sont les initiatives? C'est vraiment la question qu'on se pose, c'est que font les Européens? Que fait la France dans cette situation? Et j'ai l'impression qu'elle subit et qu'elle ne prend absolument pas la mesure du tragique de l'histoire et la mesure aussi de la place qui devrait être la sienne. Merci beaucoup. C'est vous qui répondez, Monsieur Caddy? Allez-y, on vous écoute. Merci, Madame la députée. C'est effectivement une question à la fois... Le micro. Difficile. Et je vais répondre simplement en tant que chercheur et universitaire. Je pense que les Européens, effectivement, n'étaient pas autour de la table de négociation parce que les autres invités, si j'ose dire, ne le souhaitaient pas. Ni les États-Unis, qui considèrent que cette administration considère que les Européens sont sur des positions de principe, en oubliant un seul principe, le principe de réalité, considèrent à tort que les Européens ne cherchent pas une solution. Et évidemment, les Russes qui souhaitent un dialogue bilatéral avec Washington, qui conforte leur identité de grande puissance. Mais je pense que les Européens aussi étaient réticents à parler à l'autre interlocuteur, qui est de l'autre côté de la table, à savoir la Russie, puisque certains pays européens ne croient tout simplement pas en l'idée de dialogue avec la Russie, et d'autres l'ont tenté, mais sont restés échaudés des négociations diplomatiques similaires. Enfin, je pense que, et c'est une réticence que je peux comprendre, c'est que il y avait quand même aussi la conviction que ce n'était pas aux Européens de prendre des décisions sur les territoires de l'Ukraine et sur le futur de l'Ukraine. Ceci étant dit, je pense effectivement que l'Europe peut chercher à rentrer dans le jeu diplomatique en proposant des idées. En commençant par définir entre Européens quelles sont les lignes rouges. La haute représentante d'ailleurs a formulé quelques points en la matière et chercher en fait à dessiner un accord de paix, encore une fois, qui sécuriserait l'Europe dans le sens où il serait regardé par les différentes parties comme préférable à la reprise des hostilités. La question, c'est dans quelle mesure on peut concilier ces deux objectifs que vous mentionnez, à savoir un accord juste pour l'Ukraine et un accord qui ne serait pas violé par la Russie. Je pense que les Européens peuvent faire des propositions en la matière, à mon avis, notamment en s'appliquant sur l'expertise qui est la leur et en mettant en place un processus de diplomatique qui est davantage basé sur l'expérience accumulée en matière de négociation de paix. On sait que une négociation de paix qui part sur de mauvaises bases est de nature à prolonger en fait un conflit. Et ce qui s'est passé, c'est que l'administration américaine, ne faisant pas confiance en fait à sa propre administration diplomatique, à ses propres équipes, n'a pas mis en place ces bases nécessaires. Merci beaucoup. Donc je vais... Oui, pas trop long. En tout cas, allez-y, je vous en prie. Merci, Madame la députée. Peut-être juste en complément de 2 points sur le rôle et la place des Européens et de la France. Juste pour rappeler qu'il y a eu cet épisode qui a choqué, je crois, le monde entier dans le bureau ovale au mois de février. Le mois qui a suivi, au mois de mars, on a eu un premier plan de paix des Américains. On nous a dit, bon, bah voilà, c'est réglé. Ni les Ukrainiens ni les Européens ne l'ont accepté et cette initiative, qui était parfaitement inacceptable pour les Ukrainiens, a disparu. Donc vous voyez que nous ne prenons pas pour argent comptant ce que les Américains nous disent dès lors que ça ne correspond pas à nos intérêts. La même observation peut être faite avec le plan 28 points qui a été donné, qui a fuité au mois de novembre, qui était y compris dans la presse. Ce plan en 28 points, grâce à l'action des Européens et en particulier de la France, a été transformé en un plan en 20 points, dont 2 resteraient encore à discuter, et ça appartient aux Ukrainiens de le faire. Mais nous c'est notre action qui a permis de l'expurger de ces points les plus inacceptables.
Et également, pour ce qui est de l'action de la France, le président de la République a toujours défendu, pour les Européens, la nécessité d'avoir un canal de discussion direct avec la Russie pour faire valoir et défendre nos intérêts sans déléguer à qui que ce soit cette responsabilité, ni à dépendre de tiers. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant pour le groupe Les Démocrates à notre collègue Maude Petit, qui va nous présenter sa question dans un délai peut-être un peu plus bref que les prédécesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président Herbillon. Merci, messieurs, mes chers collègues. 4 ans se sont déroulés donc depuis le 24 février 2022, 4 ans depuis que la Russie a déclenché une guerre totale contre l'Ukraine, convaincue que Kiev tomberait en quelques jours. 4 ans qui ont révélé aussi la détermination du peuple ukrainien, mais aussi les failles d'un ordre international que l'on croyait plus solide. Sur le terrain, la ligne de front semble figée, mais la réalité est tout le contraire. Des dizaines de milliers de soldats et de civils ont perdu la vie. Des millions d'Ukrainiens vivent déplacés à l'intérieur du pays ou réfugiés à l'étranger. Les villes meurtries, Mariupol, Kharkiv, Bakhmout, symbolisent cette guerre de tranchées du XXIe siècle où la technologie des drones côtoie la brutalité des bombardements d'artillerie. L'Ukraine, malgré l'épuisement, continue de se battre pour son indépendance et son intégrité territoriale, tandis que la Russie s'enlise dans une guerre longue, marquée par les sanctions, les pertes et la répression intérieure. Du côté diplomatique, cette guerre a profondément reconfiguré les équilibres européens. L'Union européenne a dû repenser en urgence sa stratégie énergétique, renforcer son soutien militaire, humanitaire et affirmer une unité qui finalement ne va pas de soi. Dans ce contexte mouvement, la France doit tenir une ligne claire, lisible et durable. Cette guerre met aussi à l'épreuve la sécurité européenne dans son ensemble. Elle révèle les limites de la dissuasion, les vulnérabilités de nos démocraties face aux stratégies hybrides et la difficulté à penser une paix durable quand l'agresseur ne renonce ni à ses objectifs ni à sa rhétorique impériale. Mais tout ça, bien évidemment, vous l'avez déjà dit. Alors, moi, je voudrais vous poser une question sur un angle mort, à mon sens. 4 ans après le début de la guerre, quelles sont selon vous les idées reçues ou les erreurs d'analyse les plus persistantes en Europe sur la Russie, sur l'Ukraine, voire même sur les États-Unis avec le retour notamment du président Trump, et en quoi ces biais continuent-ils en fait d'influencer, voire de limiter notre capacité d'action stratégique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Maude. Qui répond? Je vais tenter de répondre sur les biais, Madame la députée. Je pense que le principal biais qui pouvait exister et qui a pu s'installer, c'est l'Ukraine, c'est un pays sympathique, mais qui est un satellite de la Russie. Il n'y a rien de plus faux que de croire qu'il n'y a pas d'identité nationale ukrainienne. L'Ukraine a été... et encore plus maintenant. À la limite, peut-être la plus défaite, la plus spectaculaire du président Poutine, c'est qu'il a achevé de consolider une unité nationale de manière définitive en expurgeant désormais les dernières limites qui pouvaient exister avec les populations russophones. Et encore, parce que d'ailleurs la principale surprise des Russes au départ, pendant l'agression, au début, le 24 février, c'est que dans la partie russophone qui est à l'est de l'Ukraine, en fait, les Ukrainiens russophones ont dit aux Russes « rentrez chez vous ». Et je pense que le biais que vous... sur votre question, je pense que les Russes eux-mêmes avaient ce même biais en pensant qu'ils allaient être accueillis avec des fleurs. Enfin, il faut quand même se souvenir sur les uniformes des soldats qui ont été capturés ou tués pendant l'offensive, au début de l'offensive russe. On a retrouvé les plans pour faire le défilé de la victoire sur Khreshchatyk. Enfin, Khreshchatyk qui est l'équivalent des Champs-Élysées à Kiev. Donc en fait, ils étaient aussi dans cet état d'esprit-là. Et je pense que ce biais, peut-être au départ, nous a
inviter à croire que effectivement l'Ukraine pourrait s'effondrer. Mais en fait, pas du tout, parce que les Ukrainiens sont une nation forte, constituée, ancienne, et avec une culture qui leur est propre, et ils se sont d'un seul homme levés et défendus contre cette agression. Et je pense que, vous voyez, pour vraiment répondre à votre question, je pense que ce biais peut-être a alimenté notre... on s'est dit, bah oui, en fait, l'Ukraine peut s'effondrer en quelques semaines, mais pas du tout, parce que l'Ukraine, je vous dis, est un pays indépendant, dont l'intégralité des oblasts en 1991, lors du référendum, a voté pour l'indépendance. L'intégralité, y compris la Crimée en 91, y compris le Donbass. Je vous en prie, M. Cadier. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, pour compléter, peut-être sur les erreurs d'analyse sur la Russie, parce qu'effectivement, je pense que 4 ans après, il faut s'assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs d'analyse. Et peut-être qu'une erreur a été de projeter des modes de raisonnement qui étaient les nôtres aux décideurs russes. Et c'est pour ça que ce qui paraît toujours une entreprise folle et dévastatrice, à savoir l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, ne semblait pas rationnel. Et donc, une erreur est de, je pense, projeter des modes de raisonnement, mais je pense qu'une autre erreur dans laquelle nous ne devrions pas tomber non plus, ce serait celle, en fait, d'essentialiser la Russie. C'est-à-dire de considérer que pour comprendre son comportement de politique étrangère, il suffit de lire Dostoïevski et de remonter aux invasions mongoles. On sait très bien que la politique étrangère est le produit de contingences, de stratégies d'acteurs, et donc il faut continuer à essayer d'ouvrir la boîte noire de la politique étrangère russe, d'investir dans la recherche à cet égard et dans la diplomatie, puisque justement, en fait, dissuader un adversaire, c'est comprendre au plus près sa façon de raisonner et anticiper ses réactions. Et encore une fois, d'essentialiser, de naturaliser, de considérer que la Russie est figée nous permet pas de le faire au mieux. Encore, par exemple, entre 2020 et 2021, quelque chose s'est passé dans la tête du dirigeant russe qui l'a amené à considérer que une invasion à grande échelle de l'Ukraine était la meilleure voie à suivre. Merci beaucoup, messieurs. Pour le groupe Horizon et Indépendant, je passe la parole à notre collègue Bertrand Bouix. Merci, monsieur le vice-président. Messieurs, 4 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le conflit reste marqué par une tension persistante entre la détermination ukrainienne et la capacité de la Russie à prolonger son effort de guerre. Dans ce contexte, le soutien occidental, et vous l'avez rappelé, qu'il soit militaire, économique ou humanitaire, s'avère plus que jamais décisif. Pourtant, les retards dans l'aide américaine, les hésitations de certains États membres de l'Union européenne et les divergences stratégiques avec nos partenaires, notamment hongrois, interrogent. Alors que nous devrions maintenir une unité d'action face à l'agression russe, les dynamiques géopolitiques et les contraintes internes fragilisent notre cohésion. Ces divisions ne sont pas seulement théoriques, elles ont des conséquences concrètes sur le terrain où chaque retard dans les livraisons d'armes ou chaque hésitation dans les sanctions peut se traduire par des pertes humaines et territoriales pour l'Ukraine. Dans ce contexte, 2 défis majeurs se posent à nous. D'abord, celui de limiter l'impact des retards et les divergences sur l'effort de guerre ukrainien. Ensuite, sur le rôle que la France peut jouer pour dépasser ces clivages et garantir une réponse européenne coordonnée et ambitieuse. Quels sont, messieurs, selon vous, les effets les plus tangibles des retards dans l'aide occidentale sur la situation militaire et humanitaire en Ukraine aujourd'hui ? Peut-on déjà mesurer leur impact sur la capacité de Kiev à tenir ses positions ou sur le moral des troupes et des populations civiles ? Quel levier, enfin, la France et ses partenaires pourraient-ils actionner pour contourner ces divisions, et je pense, comme il a été dit, à la Slovaquie et à la Hongrie, et maintenir un soutien cohérent à l'Ukraine ? Faut-il envisager des mécanismes de solidarité renforcés au sein de l'Union européenne ou privilégier des initiatives bilatérales pour pallier à ces blocages ? Enfin, comment évaluez-vous l'efficacité des sanctions européennes contre la Russie ? Ont-elles atteint leurs objectifs en affaiblissant l'économie de guerre russe ou faut-il repenser notre approche pour la rendre plus ciblée et plus efficace ? Je vous remercie de votre éclairage sur ces enjeux qui sont au cœur de notre responsabilité collective face à la guerre. Merci Bertrand. Qui répond ? Monsieur. Allez-y, monsieur.
Merci, monsieur le député. Effectivement, la question est vaste. Alors, vous avez mentionné les retards dans l'aide américaine. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est même plus du retard. Hein. Il n'y a plus d'aide américaine. Nous nous substituons désormais complètement à l'aide américaine. Il n'y en a plus du tout. En fait, il s'agit il n'y a plus de cession gratuite. Il restait dans le cadre à la fin du paquet Biden dont l'administration Trump a terminé les dernières livraisons, mais il n'y a pas de nouveau paquet d'aide américaine qui a été décidé depuis par l'administration Trump. Pardon, il continue à aider pour le renseignement. Il continue effectivement à faire du partage de renseignements. D'accord. Pour les leviers qui sont les nôtres, donc vous avez mentionné le 20e, les paquets de sanctions. Donc aujourd'hui, on continue à travailler à l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions ambitieux. Je l'ai dit, les sanctions européennes fonctionnent parce qu'elles contraignent l'économie russe, et en particulier ses livraisons de pétrole, qui lui permettent de financer son effort de guerre. Aujourd'hui, l'économie russe, ses fondamentaux sont très clairement affectés par les sanctions. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de contournement. Évidemment, il y a des contournements, mais l'économie russe ne fonctionne de manière complètement en décalage avec un fonctionnement optimal. Et la poursuite de la pression que nous exerçons sur son économie participe de la poursuite de la contrainte pour financer son effort de guerre. Donc vous avez mentionné les difficultés que nous avions sur le 20e paquet, mais on a des négociations en cours et on aboutira, je pense, à une solution satisfaisante. On imagine d'ailleurs la levée du veto de la Slovaquie bientôt. Et je rappelais quand même les priorités de ce paquet qui, là aussi, participera de cet effort. C'est continuer à réduire les recettes pétro-gazières de la Russie en intensifiant la lutte contre la flotte fantôme. J'en ai parlé dans mon intervention. C'est renforcer les sanctions sur les circuits financiers internationaux et alternatifs, en particulier la crypto-monnaie, qui permettent à la Russie de contourner les sanctions. Donc, on a posé le diagnostic du contournement des sanctions et maintenant, on lutte aussi contre le contournement de ces sanctions. Et le troisième point, c'est cibler les secteurs de l'économie civile russe qui alimentent le complexe militaro-industriel, comme les grands conglomérats dans la métallurgie en particulier, et le renforcement de la pression sur les acteurs tiers qui facilitent le contournement des sanctions. On prépare en plus un autre paquet de sanctions qui vise les personnes impliquées dans les activités de déstabilisation que mène la Russie. Donc, vous voyez, avec tout cet arsenal dans lequel la France joue tout son rôle et pèse de tout son poids à Bruxelles, on a un mécanisme assez complet pour contraindre la Russie. Merci. Vous voulez rajouter, M. Cadier, un élément, je vous en prie. Peut-être simplement sur la question de la cohésion européenne. Merci, monsieur le député, pour ces questions. Effectivement, en 2025, l'aide américaine a baissé de 99%. Alors que l'aide européenne économique et humanitaire a augmenté de 59% et l'aide militaire de 67%. Donc effectivement, le fardeau est vraiment, l'aide est vraiment portée par les Européens. Mais vous l'avez mentionné, cette aide peut être mise en œuvre effectivement s'il y a une cohésion européenne. Et à cet égard, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'essayer de bien comprendre ce qui meut la Hongrie et la Slovaquie dans leur action de blocage. C'est moins, je pense, une allégeance géopolitique à la Russie qu'un passif bilatéral avec l'Ukraine et surtout des calculs de politique intérieure. Parfois, le blocage, par exemple, de la Slovaquie l'été dernier sur les sanctions était en fait une façon d'obtenir quelque chose sur le paquet énergétique et donc le prix du gaz en fait en Slovaquie. Donc à cet égard, je pense que la France effectivement a un rôle à jouer à l'égard de ces pays pour les amener plus dans le giron des efforts collectifs européens, mais des opportunités existent et sont de plus en plus mobilisées également sous la forme de coalitions ad hoc. Évidemment la coalition des volontaires, mais par exemple la semaine dernière, le groupe des E5, c'est-à-dire les 5 principaux
pays européens, je ne sais pas de l'UE, mais européens, se sont mis d'accord pour engager une plateforme de développement d'investissement dans les drones. Ça a été annoncé la semaine dernière. Donc, une flexibilité existe pour former des coalitions plus réduites et plus flexibles en la matière. Merci beaucoup. Pour le Rassemblement national, je passe la parole à notre collègue Guillaume Bigot. Merci, Monsieur le Président Herbillon. Messieurs, chers collègues, il y a 4 ans, la Russie envahissait son voisin. 4 années de guerre, de destruction, de deuil. À Kherson libéré mais toujours sous le feu, Monsieur Prokudine incarne bien une administration, un gouvernement et toute une nation qui tiennent debout, malgré tout. Nous saluons leur courage, et en particulier celui des soldats ukrainiens. Mais notre responsabilité politique est aussi d'interroger la soutenabilité du conflit qui a été imposé à l'Ukraine. L'Europe a fourni un effort considérable. Cependant, nos capacités industrielles, nos stocks militaires sont pratiquement à l'os. Pour la première fois d'ailleurs, un sondage a révélé avant-hier que 47% seulement de nos compatriotes soutiennent désormais l'envoi d'armes en Ukraine. Les États-Unis, eux, connaissent une inflexion stratégique. Le président Trump conditionne son soutien et appelle à l'organisation rapide d'élections en Ukraine, estimant qu'un renouvellement de la légitimité démocratique serait nécessaire dans la perspective d'éventuelles négociations. Dans ce contexte, j'aimerais donc vous poser 3 questions. Premièrement, la constitution ukrainienne interdit toute cession territoriale et nul ne saurait d'ailleurs accepter moralement qu'une agression soit récompensée. Toutefois, hypothèse évidemment spécialement tragique, si certains territoires devaient être arrachés par la force, de nouveaux territoires arrachés par la force dans les mois à venir, à partir de quel moment la poursuite des combats affaiblirait-elle durablement la nation ukrainienne que les combattants ukrainiens cherchent aujourd'hui à défendre? Deuxièmement, deuxième question donc, savez-vous combien de temps le défaut de la dette de l'Ukraine sera repoussé avec les 90 milliards d'euros supplémentaires? Troisièmement et dernièrement, concernant l'hypothèse d'élections évoquées par Washington, dans quelles conditions de sécurité, d'intégrité territoriale, de participation des déplacés d'ailleurs, serait-il possible d'organiser un scrutin crédible? Et ce scrutin renforcerait-il réellement la position de Kiev face à Moscou? Toute petite parenthèse que j'ouvre, je me permets aussi de signaler à M. Cadier, je suis tout à fait d'accord avec ces 3 considérants qui motivent l'inflexion de la stratégie de Donald Trump, mais le dernier point, c'est-à-dire son dernier point n'est pas une fin en soi. Je pense qu'il s'agit effectivement de détacher Moscou de Pékin, de détacher Moscou de Pékin et de briser l'axe stratégique Pékin-Moscou-Téhéran. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur Rurik, je vous en prie. Merci, monsieur le député. Alors, je comprends les 3 questions. Sur les cessions territoriales, vous avez raison de le rappeler, la constitution ukrainienne l'interdit et c'est pas à nous, à quelques pays que ce soit, d'expliquer aux Ukrainiens qu'ils doivent abandonner une partie de leur territoire. Enfin, moi-même, je suis lorrain, je pense que j'aurais pas aimé, les Français n'auraient pas aimé, il y a un siècle, qu'on leur explique comment il fallait abandonner l'Alsace-Lorraine. Mettons-nous à la place des Ukrainiens. La question, et d'ailleurs, nous, la France, nous avons été, le président de la République l'a rappelé à de multiples reprises, la France ne reconnaîtra pas un changement unilatéral ou par la force des frontières internationalement reconnues. Bon, ça, c'est la position française. Après, il appartient aux Ukrainiens de décider ce qu'ils souhaitent faire, et le président Zelensky a déclaré à de multiples reprises qu'il était prêt à un cessez-le-feu sur la ligne sur la ligne aujourd'hui qui sépare la Russie de l'Ukraine, ce qui est de facto une concession qui est immense de la part des Ukrainiens, ce dont les Russes ne veulent pas entendre parler. Donc l'entière responsabilité pèse aujourd'hui sur les Russes. Sur les élections, la constitution là aussi ukrainienne est très claire. Il n'y a pas d'élection possible du président ukrainien pendant la loi martiale. Et tous les constitutionnalistes sont d'accord dans l'interprétation de la constitution ukrainienne. Évidemment, il y a des modalités sur lesquelles les Ukrainiens travaillent. Il y a même un groupe à la Rada qui travaille sur les conditions d'une élection, et en particulier sur la mise à jour de la loi des listes électorales, ce qui est capital.
Mais de toute façon, dans l'état actuel de la guerre, il y a la question du vote des personnes qui sont déplacées, il y a la question du vote des soldats, il y a la question de la sécurité du bureau des élections. Enfin, il y a des attaques en permanence aujourd'hui. Pendant un round de négociations, il y a des attaques, des frappes massives sur les villes ukrainiennes. Donc, il y a aussi les Ukrainiens qui sont à l'étranger. Et les Ukrainiens à l'étranger. Donc, aucune confiance ne peut être accordée aux Russes dans la possibilité d'accorder la sécurité au territoire ukrainien pendant d'éventuelles élections. Donc tout ça, quand le renouvellement de la légitimité démocratique, la question ne se pose pas en Ukraine. Et d'ailleurs, même l'opposition ne l'appelle pas de ses voeux aujourd'hui. Et pourtant, l'opposition n'est pas tendre à l'égard du président Zelensky, que ce soit le groupe de Poroshenko, le groupe vous allez vous dire, il n'y a pas de groupe pour l'instant, et il n'a jamais appelé à des élections. Lui-même a dit qu'il faudra organiser les élections une fois que le cessez-le-feu et la paix sera conclu. Il l'a répété encore il y a quelques jours dans une intervention. Donc même l'opposition ne l'appelle pas de ses voeux parce qu'il y a un consensus aujourd'hui sur la légitimité du président pendant la loi martiale. Quant à l'équilibre financier de l'Ukraine, les 90 milliards offrent une perspective justement sur 2 ans qui est satisfaisante pour l'Ukraine pour permettre de voir venir dans les 2 années à venir. Monsieur Gadier, vous voulez ajouter un élément Oui, toujours. Merci, monsieur le député. Sur la question territoriale, effectivement, est aujourd'hui celle avec la question des garanties de sécurité qui bloque les négociations. Mais il est intéressant de voir que lors des négociations dites d'Istanbul, qui ont été conduites entre la Russie et l'Ukraine au printemps 2022, les 2 parties s'étaient entendues pour laisser de côté les questions territoriales. Et donc, un scénario où effectivement le conflit est gelé sur la ligne actuelle et il n'y a pas de reconnaissance de juré de toute conquête territoriale est quelque chose qui est peut-être envisageable. En tout cas, c'est vers ça qu'on s'oriente, puisque les autres idées qui ont été évoquées, comme un échange de territoire, paraît beaucoup plus inenvisageable et en tout cas est tout à fait rejeté par les Ukrainiens, tout comme l'option d'une zone démilitarisée qui est un petit peu apparemment un des scénarios discutés pendant dans les négociations actuelles, pose un certain nombre de questions en termes de gouvernance de ces zones démilitarisées. Quant à la question des élections, ça a été très bien expliqué. Simplement, je pense aussi que le président Zelensky pousse plutôt pour un référendum sur les enjeux, les éléments de la négociation, parce qu'il comprend bien que c'est quelque chose qui implique le futur de son pays et il ne veut pas en être le seul responsable. Mais c'est également, je pense, aussi un signal à Washington pour rappeler ce qu'est la position de la société ukrainienne et à quel point elle ne correspond pas à certaines des propositions qui ont été proposées par Washington. Merci beaucoup. Pour le groupe Ensemble pour la République, je passe la parole à notre collègue Liliana Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, chers collègues, 4 ans après l'offensive militaire de la Russie contre l'Ukraine, le peuple ukrainien tient et continue de défendre sa liberté et nous saluons son courage. La France est plus que jamais à ses côtés. Pendant que l'on parle de négociations, les frappes russes continuent sur des immeubles et des infrastructures énergétiques sont méthodiquement ciblées. En plein hiver, par des températures atteignant jusqu'à moins 25 degrés, des milliers de familles sont privées de chauffage et d'électricité. Face à ces attaques, les États-Unis évoquent une nouvelle séquence de négociations avec une échéance en juin. De son côté, l'Union européenne remet sur la table un 20e paquet de sanctions. L'enjeu dépasse l'Ukraine seule. Il s'agit de la sécurité de l'Europe et du respect du droit international. Il s'agit d'empêcher que la force l'emporte sur le droit.
Vous l'avez rappelé, le soutien à l'Ukraine de la France est continu depuis le début de l'agression russe et la coalition des volontaires réunis à l'initiative du président de la République refuse de subir les événements en organisant la riposte européenne. Notre président de groupe, Gabriel Attal, se trouve actuellement en Ukraine pour témoigner de la solidarité de notre groupe politique au peuple ukrainien. Je voudrais souligner aussi que cette solidarité s'organise très concrètement dans nos territoires et en particulier à l'échelle bretonne, dans le Finistère, où des associations envoient d'anciens filets de pêche qui servent à protéger les habitants des attaques de drones. La solidarité des marins finistériens qui permet de sauver des vies a d'ailleurs été saluée par le président Zelensky lui-même lors de sa dernière visite à Paris. Au-delà de ces initiatives citoyennes, face à la multiplication des frappes dirigées contre les infrastructures civiles, y compris des structures médicales, dans l'attente d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les garanties de sécurité, quelle aide humanitaire la France va-t-elle déployer pour continuer à apporter assistance à la population ukrainienne qui entre dans la 5e année d'un enfer quotidien? Merci. Merci Liliana, vous avez compris que notre collègue est député du Finistère en rappelant cette action tout à fait émérite des pêcheurs avec les fils de pêche. Voilà. Ouais. Mais vous savez, cette action a eu effectivement beaucoup de publicité ensuite sur les réseaux sociaux et les Ukrainiens qui sont toujours très forts dans la communication l'ont beaucoup mis en valeur et justement parce que je pense que c'est très important aussi ce que vous avez souligné sur le soutien des opinions publiques et des populations. En fait, c'est pas que le soutien de gouvernement à gouvernement, d'État à État, c'est aussi je pense, un signal très fort que des marins en Bretagne envoient des filets de pêche usagés pour permettre tout simplement aux habitants de se protéger des drones, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Enfin, il faut les images, voir j'étais récemment en Ukraine et je discutais avec un Français qui a une usine qui travaille dans une usine à Nikopol, donc juste sur la ligne de front. Il me dit sur 10 km auparavant, en fait, les routes sont couvertes de filets. Enfin, c'est absolument stupéfiant de voir les conditions dans lesquelles évoluent désormais les Ukrainiens. Sur l'aide humanitaire, pour vous répondre, donc dans le cadre, donc vous savez que nous assumons la présidence du G7 et j'en ai parlé sur l'aide d'urgence. On a notre ministre a annoncé le déploiement en urgence de 150 générateurs supplémentaires qui s'ajoutent à toute l'aide que nous avons déployée et l'aide aussi qui vient des collectivités locales, des mairies, des régions qui finalement bout à bout montrent la densité de l'aide française en soutien de l'Ukraine pour cette épreuve qu'ils vivent et pour répondre à l'urgence que vivent les populations. Merci beaucoup, Monsieur Rig. Pour le groupe des non-inscrits, je passe la parole à notre collègue Véronique Besse. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos interventions. Aujourd'hui, comme ça a été rappelé, ça fait 4 ans que le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a commencé. Je veux d'abord saluer le courage de tous les civils pris dans cette guerre, pour ceux qui la subissent depuis 2022 et pour d'autres depuis 2014, notamment dans le Donbass. Nous espérons tous sincèrement que cette année puisse être celle d'une paix durable. Mais 4 ans après, nous devons aussi regarder la situation avec lucidité. Le président américain déclarait encore la semaine dernière, je cite, que l'Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions et rapidement. Et cette phrase illustre le basculement d'un contexte international devenu plus qu'incertain. Et dans le même temps, un sondage IFOP du 19 février indique que moins de 50% des Français approuvent désormais la fourniture d'armes à l'Ukraine pour les pays européens. Par les pays européens, pardon. Ce chiffre doit nous interpeller. La guerre d'usure transforme, on le sait, les sociétés en profondeur. Elle use les armées, mais aussi les opinions publiques. Elle modifie les équilibres politiques en Europe et elle fragilise les consensus. Alors ma question est simple. Comment analysez-vous cette baisse progressive du soutien en France, mais aussi dans plusieurs pays européens? Est-ce un phénomène conjoncturel lié à la fatigue de la guerre, à la situation économique, aux incertitudes américaines, ou avez-vous d'autres analyses? Merci, Véronique. Allez-y, Monsieur Cadier. Merci, Madame la députée. Effectivement, c'est
un facteur à prendre en considération et sur lequel il faut garder une attention. Il y a effectivement probablement une dynamique de fatigue de la guerre. C'est une guerre qui dure depuis longtemps, mais je pense que ça dépend aussi parfois des entrepreneurs politiques qui, dans d'autres pays européens, par exemple, vont se rapporter à cette fatigue. Si je me réfère à ma région de spécialisation, l'Europe centrale, on a très bien vu, par exemple, qu'en Slovaquie ou plus récemment en République tchèque, le nouveau gouvernement a cherché en fait à attaquer le gouvernement précédent précisément sur l'aide à l'Ukraine. Et donc c'est parfois moins des considérations sur l'effet de cette aide que une façon de se démarquer du gouvernement précédent, puisque par exemple le nouveau Premier ministre tchèque a au début signalé qu'il voulait annuler l'aide pour les munitions avant finalement de la maintenir. Donc je pense que c'est l'effet du temps, mais c'est peut-être aussi l'effet d'un manque parfois d'explication des enjeux. Et les enjeux, je pense, vous les avez rappelés dans votre propos introductif et ils ont été mentionnés ce matin. Ils sont pourtant absolument fondamentaux pour l'Europe et pour la sécurité européenne. Peut-être juste, Madame la députée, pour ajouter 2 points, enfin 3 même. Le premier, c'est que nous faisons une campagne aussi au ministère des Affaires étrangères, une campagne de communication pour rappeler l'importance, ce que vivent les Ukrainiens, dans un parallèle entre le quotidien des Ukrainiens et le quotidien des Français, justement, sur l'importance de comprendre sur cette pédagogie nécessaire, sur la situation qui existe en Ukraine. Le deuxième point, c'est que l'ensemble des résolutions qui ont été d'ailleurs à l'Assemblée nationale ont toujours fait l'objet d'un soutien transpartisan et massif en faveur de l'aide à l'Ukraine. Et peut-être le troisième point, pour reprendre l'exemple que prenait Madame la députée Tanguy, les formes de soutien existent sous de multiples manières. Ça va du pêcheur breton au menuisier de l'Indre qui envoie des générateurs, aux collectivités territoriales, aux régions qui, chacune à leur niveau, fournissent à leur niveau une aide, que ce soit des générateurs, que ce soit des filets, que ce soit des écoles qui sont reconstruites, des abris qui sont construits. Et quand on met tout ça bout à bout, c'est assez spectaculaire de voir l'ensemble des initiatives qui peuvent exister, portées par surtout une multiplicité d'acteurs. Peut-être pour juste en complément de ce qu'a dit M. Cadier. Très bien, merci beaucoup. Alors là, je retrouve temporairement, comme je l'avais annoncé, un autre rôle, celui d'orateur de mon groupe politique, la droite républicaine, et j'ai attendu que l'ensemble des orateurs des groupes se soient exprimés, bien que nous étions avec le tourniquet numéro 2. Donc voilà. Je voulais simplement vous dire qu'au nom de mon groupe, bien entendu, mon groupe parlementaire apporte un soutien le plus total aux Ukrainiens qui font la preuve d'un héroïsme, d'une résistance, d'une résilience qui force l'admiration, et que, évidemment, nous avons soutenu ici à la Commission des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale, à la Commission des Affaires européennes, l'ensemble des propositions et des textes soutenant l'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine en France était d'ailleurs dans l'hémicycle hier, à l'occasion de ce malheureux 4e anniversaire et entrée dans la 5e année de cette guerre. Je voudrais vous poser 2 questions. L'une concernant dans cet océan de douleur, de mort, d'attaque, de destruction, c'est la situation des enfants qui m'afflige, car cette question présente plusieurs aspects. Il y a la situation des enfants qui ont été déportés de force en Russie et dont certains sont encore là-bas. Il y a les enfants qui sont de retour du front et qui ont subi tous les traumatismes que l'on imagine facilement.
Il y a la situation des enfants orphelins qui ont perdu leurs parents à l'occasion de ce conflit. Il y a la poursuite des études en situation de guerre et M. Prokudine racontait le fait que les enfants étudient dans des écoles provisoires, dans les abris. Il y a également la question de l'endoctrinement militaire et idéologique des enfants dans les territoires occupés par la Russie. Donc sur cette question qui est évidemment très douloureuse, je voudrais que vous nous rappeliez quelle a été l'action de la France et de l'Union européenne à ce sujet et comment on peut la renforcer. Et puis ma deuxième question, je voudrais demander et aux diplomates et aux chercheurs, puisque nous arrivons presque au terme de notre table ronde, de se lancer dans une prospective et de nous dire, avec toutes les conditions d'usage évidemment, quels vous paraissent être le ou les scénarios les plus probables de sortie de crise. Alors que vous avez très justement rappelé l'un et l'autre les allers-retours de la position américaine. Monsieur Cadier, vous évoquiez les 3 camps différents et vous-même vous expliquiez, Monsieur Rurig, les risques de mauvais accords, n'est-ce pas ? Et donc j'aimerais que vous nous indiquiez quels vous paraissent être les scénarios les plus probables ou d'une autre façon les conditions qu'il faut réunir pour qu'on ait un processus de cessez-le-feu et de paix durable pour nos amis ukrainiens. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais peut-être commencer par les enfants. La deuxième question étant particulièrement effectivement difficile. La première l'est tout autant dans la mesure où vous avez très bien décrit la situation des enfants ukrainiennes. Je vais rajouter peut-être ma propre expérience de ce que j'ai pu voir lors d'une visite à Kharkiv en 2024, où j'ai vu une situation complètement dystopique, un véritable cauchemar, où le maire m'a emmené dans une école, sachant que Kharkiv est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, et le maire m'a emmené dans une école, et l'école était, il y avait des frappes, des traces de shrapnel dans la cour, mais l'école n'était pas détruite, donc une école tout à fait standard, comme il y en existe tant en Ukraine. Et cette école était vide, désertée depuis 2022, et même un petit peu avant, parce qu'avant c'était le Covid. Et en dessous, à plusieurs mètres sous le sol, était construite une réplique de cette école où les enfants vont à l'école sous-sol, à 5 mètres sous-sol, et naturellement il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants, donc un jour sur 2 ils vont à l'école sous-sol, et leur école est juste à la sortie, quand ils émergent de ce souterrain. C'est tout à fait cauchemardesque de voir dans quelles conditions évoluent les enfants à Kharkiv. D'autres ont salle de classe dans le métro, où les professeurs délivrent leur enseignement dans une station de métro. Voilà aussi la réalité des enfants ukrainiens. Alors face à ça, la France a participé avec le Canada en particulier, à une initiative pour des centres de réhabilitation. Le ministre, au mois de septembre, a annoncé d'ailleurs le financement d'un 3e centre de réhabilitation. Un centre de réhabilitation, c'est les enfants qui ont été déplacés, qui sont récupérés, qui sont pris en charge par tout un ensemble de psychologues, d'éducateurs, pour les ramener à une vie normale, qui ne soit pas celle de l'endoctrinement que vous avez bien décrit, et les accompagner dans la difficulté de leur jeune vie par rapport à ces enfants qui sont parfois orphelins, qui ont été déplacés de force, et ces centres justement aident à leur retour à une vie normale. Maintenant, sur votre deuxième question, je crois
je crois que quand vous l'avez reformulé, vous avez parlé de conditions à réunir. Je crois qu'au fond, la condition à réunir, c'est de réussir à changer le calcul russe pour les conduire à enfin accepter de négocier. Aujourd'hui, malgré les différents rounds de négociations, malgré les ouvertures très nettes offerte par le président Zelensky, qui est un gel sur la ligne de front, ce qui signifierait de facto l'acceptation que le territoire ukrainien soit amputé de 20% pour justement parvenir à un cessez-le-feu, si tant est que les conditions d'une paix durable ensuite soient assurées. Le président Zelensky y est prêt, les Russes ne saisissent pas la perche qui leur est tendue, précisément parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent encore subjuguer l'Ukraine par des moyens militaires. Et donc la condition à réunir, c'est bien le changement du calcul russe, le changement du calcul du président Poutine pour justement se dire, là, désormais, c'est aussi dans mon intérêt, vu les conditions actuelles, de négocier sur cette base pour parvenir à une fin de la guerre. Et donc ça passe par, de notre côté, le renforcement des sanctions pour parvenir à contraindre et affaiblir les sources de financement russes qui lui permettent aujourd'hui de financer sa guerre contre l'Ukraine. Très bien. Monsieur Cadier. Merci, Monsieur le Président. C'est un exercice difficile, mais fondamental auquel vous nous invitez. Je vais répondre justement sur cette deuxième question de prospective. Ça a été mentionné, la ligne de défense ukrainienne tient. Et donc en fait, mais dans le même temps, on voit difficilement comment les Ukrainiens pourront reconquérir tous les territoires et recourir leurs frontières de 1991. Donc le scénario de l'effondrement d'une des deux parties est le moins probable, à mon avis, dans le futur. Donc restent deux scénarios, une solution négociée et un conflit gelé, c'est-à-dire un arrêt des combats sans qu'un accord véritablement soit trouvé. Effectivement, ça a été rappelé, M. Aurier, les négociations, en fait, les belligérants commencent à négocier quand ils considèrent qu'ils ne peuvent plus gagner la guerre ou atteindre leur objectif par la voie militaire. Et donc la question est de savoir à quel moment la Russie, qui conduit cette guerre, arrivera à cette situation. Néanmoins, je pense que la difficulté, c'est que nous ne connaîtrons pas l'issue du processus de négociation tant que nous ne serons pas véritablement passés par ce processus. Or, jusqu'il y a peu, les négociations n'avaient pas véritablement négocié puisque les Russes et les Ukrainiens ne se parlaient pas. L'autre difficulté, c'est qu'il est... j'entends souvent, par exemple, dans le débat que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Ce qui relève de l'évidence, c'est lui qui a commencé, qui continue la guerre. La question est plutôt de savoir à quelles conditions va-t-il s'arrêter de faire la guerre et est-ce que ces conditions peuvent être acceptables pour maintenir la sécurité, l'intégrité, la souveraineté de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. Et à cet égard, formuler des demandes maximalistes et continuer à bombarder des civils peut être à la fois manifester un refus de négocier, mais ça peut aussi être une tactique de négociation. Puisque si, et donc encore une fois, je ne dis pas, je suis optimiste sur l'issue de ces négociations, je dis simplement que les écarter d'Ereshef sans connaître en fait leur possibilité d'aboutir, à mon avis, serait une erreur. Néanmoins, les négociations peuvent aboutir si elles sont formulées d'une certaine manière. Et on en parlait plus tôt, cela implique des processus de résolution des conflits, cela implique des petits éléments qui permettent de construire la confiance entre les négociateurs, cela implique surtout des mécanismes de vérification du cessez-le-feu. Ce que l'on sait, c'est qu'en ce moment, il y a deux chemins de négociation, et les négociations dites technico-militaires sur l'échange de prisonniers, sur les modalités de vérification d'un cessez-le-feu, et d'après la partie ukrainienne, plus positive que la question politique. Mais mon dernier point, ça sera qu'en fait, quelle que soit l'issue de cette négociation ou de cette guerre, l'Europe demeurera confrontée à une Russie hostile à son
n'égard et agressive. Et donc la question, ça sera de préparer l'ordre de sécurité d'après. Il n'y aura pas de retour à l'ordre de sécurité qui prévalait jusqu'à 2022, hérité de la guerre froide. Il ne s'agira pas de rebâtir une architecture de sécurité, mais plutôt d'installer des alarmes incendie dans les ruines de l'ordre de sécurité actuel. Mais des discussions devront être menées en matière de réduction du risque et d'évitement des accidents et encore une fois, de dissuasion de la Russie. Je vous remercie beaucoup. Juste un mot, si vous me permettez, c'est que ni l'un ni l'autre, ni le diplomate ni le chercheur n'avaient évoqué dans les conditions à réunir, peut-être parce que c'est dans le paysage, le rôle des États-Unis. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, et je m'en félicite, mais je crois qu'on ne peut pas non plus complètement s'abstraire de ce que vont faire les États-Unis, sachant que là, par nature, c'est imprévisible pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début de cette table ronde. Si, c'est un facteur. Pardon, ma réponse était plus sur le processus des négociations, mais effectivement, ce qui s'est passé depuis le début, c'est qu'en fait, Washington souhaitait un accord à tout crin et à tout prix, et a commencé par mettre la pression sur l'Ukraine parce que c'était plus facile pour eux, mais on voit aussi que plusieurs sont tout à fait disposés à mettre davantage la pression sur l'Ukraine, sur la Russie, pardon, ce qui est absolument nécessaire. Mais je pense que le rôle des États-Unis va être fondamental, mais ça n'empêche pas les Européens de véritablement réfléchir à ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils peuvent dans ce processus diplomatique. Très bien. Donc là, il y a la question de Dominique Voynet désormais. Oui, merci Monsieur le Président. On a longuement détaillé ce matin la dimension militaire du conflit, les conditions diplomatiques d'une éventuelle sortie de crise en tentant d'analyser la position, la psychologie du président russe. Et on a souligné à plusieurs reprises la mobilisation extraordinaire de la société ukrainienne. Et plusieurs questions vous ont permis de préciser les moyens par lesquels on pouvait renforcer encore l'adhésion de la société civile en Ukraine et ailleurs en Europe à cet effort de guerre et aux efforts diplomatiques qui permettront d'y mettre un terme. Mais il me semble qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que cette adhésion de la société civile, elle est importante non seulement pour répondre aux préoccupations humanitaires des uns et des autres, mais aussi pour renforcer l'effort de guerre lui-même. Ça contribue de l'effort de guerre. Et il me semble que la fatigue de la guerre, que vous avez souligné, Monsieur Cadier, elle est nourrie quand même beaucoup des hésitations, des ambiguïtés des politiques en France, de la relativisation de l'ancrage européen de l'Ukraine, des doutes sur la légitimité du président ukrainien, de l'insistance sur des faits de corruption qui persistent, mais qui sont combattus, je crois, en Ukraine. Et moi, je me demande si on ne devrait pas renforcer encore notre effort en direction de la société civile en Ukraine, mais aussi ici. C'est-à-dire que l'adhésion de nos compatriotes mais en France, mais aussi des citoyennes, des citoyens du continent européen aux efforts ukrainiens, elle devrait à la fois être confiée aux collectivités locales qui sont très mobilisées, à la société civile, associative, aux communautés religieuses, etc., mais aussi à des efforts renforcés, y compris sur le plan budgétaire, pour permettre de soutenir le système de santé, le système énergétique, les pompiers, etc., etc. Je crois qu'on n'en fait pas assez et que le message qu'on passe n'est pas suffisamment politique, diplomatique, en direction des sociétés civiles en France et en Europe. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'on l'a évoqué, mais le sondage qui est sorti hier avec une adhésion des Français qui tombe à 47% préoccupe. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui répond? À Madame Voynet. Allez-y, monsieur. Merci, Madame la députée. Effectivement, vous avez mentionné d'ailleurs le terme fatigue de la guerre. Ça fait 4 ans. Je crois qu'il y a évidemment cette notion n'est pas absente. Et
peut-être participe un peu de l'explication de ce sondage que vous mentionnez. Votre question rejoint un peu celle qu'a posée Madame Besse sur comment est-ce qu'on mobilise effectivement la société civile. J'ai parlé de cette campagne de communication que le Quai d'Orsay organise. Il y a aussi et là, côté la mobilisation politique, elle ne faiblit pas. Enfin, je vois au mois de février, notre ambassadeur à Kiev a reçu 3 ministres en l'espace de 10 jours. Donc, la mobilisation politique en soutien de l'Ukraine ne faiblit absolument pas. Et les Ukrainiens y sont particulièrement sensibles. Ils ont énormément remercier le ministre délégué forestier qui s'est rendu en Ukraine alors qu'il fait moins 20 degrés, d'ailleurs en compagnie de plusieurs de vos collègues, pour témoigner du soutien de la France alors que l'Ukraine était dans une des phases les plus difficiles de la guerre en raison de ces températures polaires qui sévissaient dans la capitale. En revanche, il y a un point sur lequel nous sommes très clairs. Il n'y a aucune ambiguïté dans la position de la France depuis 2022. Le président de la République a pris des positions sans équivoque dès 2022 et le soutien de la France ne souffre d'aucune ambiguïté depuis 2022. En témoigne le nombre de visites d'ailleurs du président ukrainien depuis le début de la guerre. Je crois que c'est 17 visites à Paris. C'est à Paris qu'il se rend principalement et le ministre s'est rendu à Kiev à de multiples reprises. Donc sur ce point-là, et d'ailleurs les Ukrainiens nous en font le crédit, que le soutien de la France ne souffre d'aucune ambiguïté. Après, quand vous parlez du soutien budgétaire, enfin là je renvoie à l'Assemblée la responsabilité de ce qui est bien peut être décidé, mais et je ne peux qu'être d'accord avec l'importance d'un soutien budgétaire déterminé pour l'Ukraine. Très bien. Messieurs, nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour les éclairages que vous nous avez apportés aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier au nom de la Commission, M. Rurig et M. Cadier, de vos éclairages sur ce dossier qui est à la fois tragique et majeur. 4 ans après le 24 février 2022, la guerre en Ukraine demeure un conflit ouvert, structurant et durable, dont l'issue reste malheureusement incertaine. Sur le plan militaire, le conflit, nous l'avons dit, se traduit en guerre d'attrition, marquée par l'adaptation constante des capacités militaires, l'intensification technologique des combats et un coût humain considérable. De part et d'autre, d'ailleurs. Côté russe comme côté ukrainien, et particulièrement côté russe, puisque on parle de 1000 morts par jour. 1000 morts par jour. Le terrain continue ainsi de peser lourdement sur les équilibres politiques et diplomatiques. Il y a aussi la destruction systématique, nous l'avons dit, par les Russes des capacités énergétiques de l'Ukraine, alors même que de processus de négociation se déroulent parallèlement. La voie diplomatique, bien que difficile, demeure malgré tout incontournable. Des canaux de dialogue existent, mais ils se heurtent à des divergences profondes, notamment sur les questions territoriales, sur les garanties de sécurité, sur les conditions d'un cessez-le-feu durable. De fait, les négociations s'apparentent moins à une alternative immédiate au rapport de force qu'à un processus long, difficile, fragile, mais nécessaire et indispensable et qui s'inscrit dans le temps. Espérons néanmoins qu'une issue se dessine cette année, c'est le vœu le plus cher que nous avons tous. Enfin, dans une perspective géopolitique plus large, le conflit agit comme un révélateur et un accélérateur de transformations majeures, redéfinition de la sécurité européenne, recomposition des alliances, tensions accrues entre grandes puissances, mais aussi questionnement sur la résilience des sociétés et des institutions internationales face aux crises prolongées. Je vous cite ce qu'avait dit la présidente de Moldavie quand je l'avais rencontrée. Et elle nous avait dit, voyez-vous, s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, mon pays aurait été envahi par les Russes en 24 heures. C'est aussi ça, la dimension du conflit. C'est aussi un combat pour nos valeurs,
un combat pour notre liberté et un combat pour la défense de choses assez fondamentales auxquelles nous croyons. En définitive, ce qui ressort clairement, c'est que la guerre en Ukraine ne concerne pas seulement l'Ukraine ou la Russie, elle interroge nos principes collectifs, je viens de l'évoquer, nos valeurs, notre capacité à défendre le droit international pour préserver la stabilité régionale, pour le règlement pacifique des conflits, et interroge aussi notre capacité à penser des solutions politiques dans un environnement stratégique et géopolitique profondément dégradé. Je vous remercie beaucoup pour vos contributions, pour vos réflexions que vous avez partagées avec nous ce matin. Merci beaucoup. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.